Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous nous appelons toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui, pour la première fois depuis février 2020, je pense. Oui, c'est ça. Nous enregistrons un épisode en direct, enfin en présentiel comme on dit. Tel que vous nous entendez, on est en train de se regarder là. On est dans la même pièce, un truc de dingue. Et quel plus beau film pour ce retrouvailles que de vous parler du prochain film que nous allons passer dans notre fameux Cinéma Club. Alors si vous n'avez pas entendu parler du All That Jazz Cinéma Club, c'est que vous ne suivez pas assez notre actualité, honte à vous. Il s'agit d'un ciné-club que nous animons avec Fanny, un dimanche par mois au cinéma L'Archipel à Paris. La première séance s'est très très bien passée avec un jour à New York, le 3 octobre, c'était vachement bien. On a pu rencontrer des auditeurs, des auditrices qu'on n'avait jamais vus, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui étaient contents, enfin, c'était très bien. Et la prochaine séance, figurez-vous, aura lieu le 14 novembre, toujours au cinéma L'Archipel, à 17h, et nous diffuserons le film Yentl de Barbra Streisand, film de 1983. Et donc nous allons en parler aujourd'hui pour cet épisode. Exactement. Alors on va tout d'abord vous dire quelques mots du projet, d'où vient Yentl. Yentl, c'est une adaptation littéraire. En fait, c'est basé sur un livre, sur une nouvelle intitulée Yentl the Yeshiva Boy, une nouvelle de 1962, écrite par Isaac Bashevis Singer, un écrivain yiddish et qui obtiendra en 1978 le prix Nobel de littérature. Alors, Barbara avait lu cette nouvelle en 68 et elle a tout de suite été attirée par cette histoire et a voulu en faire un film. Et en 73, elle a acheté les droits pour faire ce film. On va voir que ça va prendre du temps. À noter qu'en 73, justement, une pièce non musicale adaptée de Yentl a ouvert Off-Broadway, puis à Broadway en 75. C'est une pièce qui avait été coécrite par l'auteur de la nouvelle, donc, et le rôle de Yentl était tenu par Tova Feldsche, qui est, pour ceux qui connaissent, la mère de Rebecca dans Crazy Ex-Girlfriend. C'est incroyable, tout est lié, ce podcast ligne éditoriale. Exactement. Ciselé. Alors, c'est un projet, on a écrit sur notre petite feuille de prise de notes, un projet compliqué, on peut le dire, hein, puisque Barbara travaille pendant presque 15 ans pour mener à bien cette adaptation cinématographique. Donc à peu près de 1969 à 83, ça va être un petit peu son obsession que de monter, de faire produire Yentl. Parce qu'en fait, c'est compliqué de trouver un financement hollywoodien pour ce projet, et ce même pour une star de l'envergure de Barbara. Donc on est au début de la période justement juste après Funny Girl. Et en fait, à ce stade de sa carrière, dans les années 70 à peu près, Barbara est vraiment au summum. Lorsque sort Yentl, pour vous donner une idée, elle a déjà à son actif 7 Grammy, 2 Tony, 2 Oscars et 2 Emmy. Donc déjà à ce stade de sa carrière, au début des années 80, elle fait déjà partie des fameux EGOT, les personnes qui ont eu au moins un Grammy, un Tony, un Oscar et un Emmy Award. Dans les années 60, c'est l'actrice la mieux payée d'Hollywood, devant Elizabeth Taylor. Mais pourtant, voilà, ce projet essuie refus après refus des différents studios hollywoodiens. Et même Michel Legrand, donc, qui collabore étroitement sur le film, on va en reparler. Il a jugé qu'effectivement, au début, il se disait que transposer à l'écran cette histoire n'avait rien d'un pari gagné. Plusieurs aspects lui semblaient très périlleux, cette représentation d'une communauté juive traditionnaliste très machiste, la transformation physique aussi auquel devrait se soumettre Barbara, autant d'éléments qui faisaient apparaître le projet extrêmement risqué. Alors justement, raconte-nous de quoi parle Yentl. Alors Yentl, ça se passe au début du XXe siècle, en 1904. Dans un shtetl qu'on apprend à être polonais, mais en fait au début du film, on a un carton qui nous dit simplement 1904 en Europe de l'Est. Donc on n'est pas plus avancé que ça au début, et après ça se précise très légèrement, mais bon voilà. Ça reste vague. Voilà, ça reste très vague. Donc Yentl, c'est une jeune femme juive, et il lui est donc interdit d'étudier le Talmud, puisque c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Mais Yentl est absolument fasciné par, on peut le dire, par l'étude des textes sacrés. Et son père, avant sa mort, lui a commencé en fait à lui enseigner des rudiments. Mais elle souhaite poursuivre cette éducation. Et donc après la mort de son père, Yentl va décider deux choses. D'abord de s'exiler dans un autre shtetl,
et ensuite, surtout, de se faire passer pour un garçon pour pouvoir étudier les textes sacrés. Donc elle se donne le nom de Henschel, et elle entre dans une yeshiva, donc c'est une école juive où on étudie le Talmud et la Torah. Là, elle se prend d'amitié, voire un peu plus, pour Avigdor, qui est son camarade d'études, on va dire. Celui-ci est promis à une jeune femme qui s'appelle Hadas, mais finalement, le mariage entre Avigdor et Hadas est annulé, et en fait, Yentl se retrouve presque contre son gré, marié à Hadas, donc marié à une femme. S'ensuit un triangle amoureux assez complexe, puisque c'est assez intéressant, le désir, l'amour entre les personnages circulent de manière étonnante parfois. Mais finalement, voilà, Yentl n'y tient plus, elle révèle son secret à l'homme dont elle est amoureuse, mais elle sent qu'elle va pas pouvoir faire sa vie avec lui, et donc elle quitte le shtetl pour le Nouveau Monde, elle prend le bateau pour les États-Unis. Pour Barbara, Yentl, c'est clairement le projet de sa vie. Alors, c'est déjà un hommage à ses racines juives, même si, bon, évidemment, là, on va avoir une expérience très différente de la judéité selon qu'on s'intéresse au cas de l'auteur de la nouvelle originelle, hein, qui était donc un homme né en Pologne, à Varsovie, qui parlait yiddish, et une femme juive, mais née à Brooklyn, une génération plus tard, donc effectivement, elle n'a absolument pas la même expérience que lui. Mais ça reste un hommage à la culture de ses racines, quoi. C'est aussi un projet très personnel parce que ce personnage, enfin la situation de ce personnage qui perd son père relativement jeune, ben ça résonne avec la propre situation de Barbara qui, elle, a perdu son père carrément quand elle était bébé, quand elle avait 15 mois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait résonner ce projet très personnellement pour l'actrice. Apparemment, j'ai lu quelque part que lorsqu'elle avait des difficultés à monter le projet, elle s'était rendue sur la tombe de son père et avait vu que sur la tombe d'à côté, c'était un certain Henschel qui était enterré. Et comme c'était le personnage de son film, voilà, elle y avait vu un signe et qu'elle devait absolument s'accrocher et monter ce projet. C'est aussi le film qu'elle choisit pour lancer sa carrière de réalisatrice, puisque c'est le premier film que Barbra Streisand a réalisé. Il y en aura 2 autres. En 1991, Le Prince des Marais, et en 1996, Leçon de séduction. Et Barbra, sur ce film, n'est pas seulement réalisatrice, mais aussi co-scénariste, coproductrice et comédienne et chanteuse. Bon, clairement, c'est difficile de faire plus Barbra véhicule que ce film. Hein. C'est autour de la star et c'est la star qui fait tout. Et d'ailleurs, ça fait aussi de Barbra la première femme à produire, écrire et jouer dans son propre film à Hollywood. Alors, il y a Barbara, mais il y a quand même quelques autres personnes. Voilà, autour d'elle, quelques personnes qui l'assistent dans cette entreprise. D'abord, le scénario du film est coécrit avec le Britannique Jack Rosenthal, qui était surtout un auteur de télévision. Durant les années 60, il a écrit notamment pour le soap opéra anglais Coronation Street, donc très célèbre. C'était les débuts de ce soap opéra. Et j'ai notamment vu qu'en 76, il avait écrit pour la télévision une œuvre qui s'appelait Bar Mitzvah Boy, qui est devenue une comédie musicale pour la scène en 78. Donc il avait le côté juif et le côté comédie musicale. Tout ce qu'il fallait. Alors, pour la musique, Barbara a beau être multitalent, elle n'écrit pas de chansons, et elle fait donc appel à un ami proche, un autre grand nom de la comédie musicale, c'est Michel Legrand. Ils avaient travaillé ensemble, en fait, dès 1966. Pour un album intitulé « Je m'appelle Barbara », conçu et arrangé par Legrand et qui a été récompensé par un Grammy. Alors, pour les paroles, Barbara fait appel à Alan et Marilyn Bergman, un couple de paroliers très connus aux États-Unis, qui ont travaillé sur de la pop musique et aussi sur de la musique de film. Ils ont collaboré plusieurs fois avec Michel Legrand, notamment pour l'écriture de la célèbre chanson de Windmills of Your Mind, qui deviendra en français bien sûr Les Moulins de mon cœur, en 68. Et ils avaient aussi écrit les paroles d'un tube de Barbara, The Way We Were, pour le film du même nom. Pour l'image, elle choisit le chef opérateur britannique David Watkin, qui avait notamment signé la photo des chariots de feu d'Hugh Hudson en 1981 et qui, juste après Yentl, sera récompensé par l'Oscar de la meilleure photo pour Out of Africa de Sidney Pollack en 1985. Comment se déroule la production du film ? Alors, à force d'acharnement, Barbara finit par décrocher le feu vert du United Artists qui va coproduire le film avec la boîte de production que Barbara a elle-même montée, qui s'appelle Barwood. Alors, le tournage a lieu en avril 1982 et dure 26 semaines. Il se partage entre les studios de Londres et des extérieurs tournés en Tchécoslovaquie.
Apparemment, lors des repérages avec David Watkin, Barbara, elle était partie déguisée en homme à travers Prague. Alors, je me dis peut-être pour voir si son accoutrement était crédible, ce qui semble assez incroyable parce qu'on a noté après qu'on le trouvait relativement peu crédible, hein, ce travestissement. Mais bon, soit. Effectivement. Il y avait peut-être des gens qui ont fait « Mais C'est non, Barbara. tu peux pas imaginer que Barbara se balade en homme dans Prague, donc je suis sûre que personne l'a reconnu. » Alors, et tout ça pour un budget de 14,5 millions de dollars. Alors, pour ce qui est du casting, évidemment, on l'a dit, Barbra Streisand dans le rôle titre de Yentl, qui est, il faut le dire, beaucoup trop âgée à l'époque pour le rôle, puisqu'elle a 40 ans, alors que le héros, enfin l'héroïne de la nouvelle, je pense est censée avoir 18 ans, enfin est vraiment relativement jeune. Oui, mais apparemment, le personnage du film est censé être plus âgé. Et ils ont, oui, t'as raison. Oui, je crois qu'elle est censée avoir genre... 28 ans. 28 ans. Ils l'ont un peu vieilli pour que l'écart ne soit pas si grand. Ok, bon, est-ce que ça passe? À chacun d'en juger. En tout cas, à l'époque, quand Michel Legrand, j'ai lu ça dans l'autobiographie de Michel Legrand, en parle à Agnès Varda, elle dit « Mais c'est complètement ridicule, ça va jamais marcher, ton histoire, elle est beaucoup trop âgée. » Bon. Eh ben, apparemment, ouais, ça a inquiété Michel Legrand, qui en a parlé à Barbara, et Barbara lui aurait répondu « Dis-toi que ces obstacles sont un défi à relever. » Et Michel Legrand note qu'il n'y a pas de réponse plus très indienne que ça. On la reconnaît bien là. Alors comme tu disais, effectivement, à ce moment-là, au moment de la production du film, elle est vraiment au top de sa forme hein, en tant que chanteuse. Elle a eu 2 albums à succès au début des années 80, Guilty et Memories, sur laquelle il y a la fameuse reprise de Memory de Cats. Et voilà, au cinéma, elle a été nommée aux Oscars comme meilleure actrice pour The Way We Were en 73. Et elle avait aussi joué, évidemment, dans le remake de A Star Is Born en 76. Donc elle a déjà une belle expérience de cinéma. Dans le rôle de Avigdor, donc son love interest, on a Mandy Patinkin. C'est un acteur que j'aime beaucoup, dont on regrette, on va en reparler un peu, qu'il ne chante pas, puisque en fait c'est un excellent chanteur, il a été vu notamment sur scène dans beaucoup de comédies musicales, il a joué Che dans Evita, George dans Sunday in the Park with George, on l'a vu également dans Follies, dans Falsettos, dans The Wild Party, donc voilà, là pour le coup bah il chante pas. Et dans le rôle de Hadas, on a Amy Irving, qui est une actrice de théâtre, de télévision et de cinéma. Son premier rôle au cinéma était dans Carrie, de Brian De Palma, et on l'a ensuite vue dans des seconds rôles au fil des années, notamment dans Trafic de Soderbergh, dans Harry dans tous ses états de Woody Allen, et elle fait aussi la voix chantée de Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc elle aussi savait chanter, et pourtant elle ne chantera pas dans Yentl, puisqu'on le verra, mais dans Yentl, il n'y a que Barbara qui chante. Elle est la seule autorisée à chanter. Et enfin, autre membre du cast dont on peut parler, c'est Nehemia Persoff, qui joue donc le père de Yentl. C'est un acteur de l'âge d'or hollywoodien, par exemple, il joue le gangster, je crois le chef des gangsters dans certains lame shows. C'est fou. Ouais, c'est rigolo. Et il fait aussi la voix du père dans la série de films d'animation Fievel, pour ceux qui connaissent. Série qui se déroule aussi dans une famille juive. Oui, puisque Fievel s'appelle Mauskowitz et Souriskovitz, je crois, en français. Et c'est juste après, en fait, c'est en 1986, donc ça me fait un peu rigoler. C'est sans doute lié à son rôle dans Yentl. On a dû se dire, hey, il fait vachement bien les pères juifs, lui, on va lui demander de... Alors, qu'en est-il de la réception du film après sa sortie ? Alors, c'est un succès public. C'est un film qui récoltera 50 millions de dollars de recettes de box-office aux États-Unis comme à l'étranger. Une bande originale aussi qui va se vendre à plus de 3 millions d'exemplaires et un film qui va devenir culte pour tous les fans de Barbara et peut-être même un peu au-delà. Et pourtant, en dépit de cet engouement du public, c'est un film qui reste assez boudé par la critique, qui voit un essai égocentrique et mégalo de la part de Barbara. Quelqu'un qui est également très très critique par rapport au film, c'est Isaac Bashevis Singer, donc l'auteur du livre originel, qui va vraiment dénigrer le film après sa sortie, et notamment entre le moment de la sortie et les récompenses des Oscars. Donc il va y avoir une mini-campagne de dénigrement du film. Il va déclarer en janvier 1984 au New York Times qu'il regrette la fin de l'eau de rose et l'ajout des chansons. Alors ça, je trouve ça curieux parce que je me dis, a priori, il était prévenu que c'était une comédie musicale. Il indique aussi qu'il aurait proposé un scénario à Barbara qu'elle aurait refusé. Et une petite citation de cet écrivain que j'aime bien, c'est « Imaginez un scénariste qui déciderait qu'au lieu de se suicider, Madame Bovary fasse une croisière sur la Côte d'Azur. Eh bien, c'est ce qu'a fait Madame Streisand avec Yentl. » Il mâche pas ses mots.
Le film reçoit l'Oscar en 1984 de la meilleure musique, il s'agit du 3e Oscar reçu par Michel Legrand, et également des nominations en meilleure chanson pour Papa Can You Hear Me et The Way He Makes Me Feel, en meilleur décor et en meilleure actrice dans un second rôle pour Amy Irving. Donc pas de nomination pour Barbara en actrice, pas de nomination non plus pour film ou pour réalisation. Selon Michel Legrand, je cite, « Cela dit à quel point le microcosme hollywoodien n'a aucune tendresse pour Barbara. Il la juge égocentrée et caractérielle, individualiste et ingérable. » Le film a quand même reçu le Golden Globe du meilleur film dans la catégorie comédie ou comédie musicale et celui de la meilleure réalisation pour Barbara. Et c'est le premier jamais donné à une femme. Parmi les personnalités qui ont malgré tout défendu et apprécié le film, on compte notamment Steven Spielberg, qui dira de Yentl « c'est impeccable ». Alors, je suis pas exactement sûre, mais j'ai vu cette référence à plusieurs endroits. Il aurait même dit que c'était le meilleur premier long métrage depuis Citizen Kane. Waouh. C'est quand même pas mal. Merci Steven. C'est ça. Et alors, selon Michel Legrand, toujours dans son autobiographie, Agnès Varda, malgré donc sa perplexité initiale, et Jacques Demy ont eux aussi beaucoup aimé le film. Quelques mots de l'esthétique du film. Alors, on a vraiment de très belles images, hein, il faut le dire. C'est visuellement très plaisant et ça mérite d'être vu sur grand écran. Hein. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez vraiment pas à venir au All Jazz Cinema Club. Vous en prendrez plein les yeux et évidemment plein le cœur parce que c'est un film très émouvant. On a une photographie très inspirée des tableaux de Rembrandt. Apparemment, Barbara en aurait étudié la lumière pour vraiment recréer cette esthétique, donc j'imagine en collaboration étroite avec le directeur de la photographie. C'est vrai qu'il y a vraiment de beaux moments en termes de lumière. Il y a une scène vers le début que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je sais pas si tu te souviens, avec le jeu de lumière sur le talit, donc le fameux châle de prière, au moment de la première chanson en fait. La lampe qui fait un espèce d'effet de lumière, enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de jeux aussi sur les clairs-obscurs, enfin, c'est vraiment très recherché. Extérieurs, je crois que c'est quand ils arrivent de le fameux voyage en charrette, là, où on a des extérieurs absolument magnifiques au crépuscule. Très beau, encore une fois. Venez voir ça sur grand écran. Parlons maintenant de la musique de ce film Yentl, qui a beaucoup de caractéristiques intéressantes. D'abord, le statut un petit peu, on va dire, ambigu des chansons. En fait, déjà, dans un premier temps, on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir que Yentl est le seul personnage qui chante, donc ce sont des sortes de monologues intérieurs. Là, je vais citer à nouveau Michel Legrand. Il dit « En préambule, Barbara nous fait part d'un paramètre crucial du cahier des charges. Seul son personnage sera habilité à chanter. Tout le récit est mené du point de vue de Yentl, nous a-t-elle expliqué. C'est elle qui mène l'action, qui raconte en chanson ses états intérieurs successifs. » Alors, Legrand enchaîne en disant que ça montre que Yentl était un projet de Barbara pour elle-même, où elle voulait le contrôle total. Oui, bon, mais certes. Et encore plus spécifique, parfois on ne voit même pas Barbara chanter, enfin bouger les lèvres, quoi. Et la chanson est uniquement en bande-son pour illustrer ce qu'elle ressent pendant tel ou tel événement de son histoire, comme une sorte de voix off, en fait. Et elle va chanter vraiment, entre guillemets, uniquement lorsqu'elle se retrouve seule. C'est vraiment très spécifique, je pense pas avoir vu ça ailleurs. Ouais, d'autant qu'on a ce changement de registre parfois au sein même d'une seule chanson. Oui. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'elle commence en bougeant les lèvres et puis finalement ça devient une musique de fausse ou l'inverse. Et parfois l'inverse est d'ailleurs encore plus étonnant. Oui, ça commence genre dans sa tête et puis après elle se retrouve toute seule. Voilà, et elle ouvre la bouche du coup. C'est ça. Un peu curieux. C'est vrai. Il y a un moment où on a le personnage de Hadas qui chante, enfin plutôt qui fredonne. Donc diégétiquement pour le coup, parce que les autres personnages lui disent « Ah, c'est beau, continue ». Ça m'a un peu étonnée parce que j'avais cru comprendre que c'était censé être péché pour une femme de chanter, enfin on en parlera tout à l'heure, mais voilà, j'ai trouvé ça curieux. Oui. Mais c'est un beau moment parce qu'en plus du coup ça introduit une nouvelle chanson, ça lance l'air d'un nouveau truc, enfin c'est un très beau moment. Alors quelques mots de la composition, du style de musique en fait qui est représenté dans cette œuvre. Michel Legrand a déclaré qu'il avait vraiment composé avec la voix de Barbara en tête, en tenant compte de ses possibilités techniques qu'il qualifie de surnaturelles, et aussi, là je cite, en assumant le parti pris d'un langage romantique et post-romantique qui va chercher le lyrisme très loin, très haut. On a vraiment effectivement quelque chose de très lyrique, hein. Même si on n'est pas dans le registre lyrique, c'est lyrique au sens d'envolée lyrique, l'envolée romantique, quoi. Bien sûr. Et alors, autre commentaire intéressant de Michel Legrand, il dit « Le folklore ashkénaze est à l'image, mais très peu dans la partition. Ouais, c'est vrai. Il y a ici ou là un écho de clarinette klezmer,
quelques mesures d'introduction, je cite toujours Michel Legrand, quelques mesures d'introduction au cymbalum, mais rien de plus. Ma mission est d'élargir le propos vers une forme d'universalité. Assez intéressant, même si évidemment ça se discute de dire que ce que fait Michel Legrand c'est universel, alors que la musique juive c'est pas universel. Ça se discute, mais je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Il le porte vers un truc classique de musique de film. Ouais. Alors, entrons justement dans le détail des chansons et des numéros du film. La première chanson du film, c'est Where Is It Written ? C'est vraiment une I Want Song, chantée par Yentl, où elle va en gros lister toutes les choses qu'elle veut savoir et qu'elle veut faire dans sa vie. Et elle se demande aussi pourquoi elle a ce désir en elle, notamment ce désir d'apprendre, si c'est pour qu'on lui interdise de le réaliser. En gros, elle dit où est-ce que c'est écrit que tout ça doit m'être interdit. C'est assez émouvant, je trouve. Et ça fait en fait directement écho à ce qu'elle dit au libraire dans la première scène. En fait, elle est dans un marché, il y a un mec qui vend des livres, mais qui ne veut pas lui vendre des livres religieux parce que les livres pour les femmes, c'est simplement des livres avec images. Et il lui dit que c'est comme ça, c'est interdit. Et elle dit mais où est-ce que c'est écrit dans les textes qu'une femme ne peut pas lire des livres religieux ? Parce que ça va être vraiment le leitmotiv du personnage, c'est qu'elle va pas se contenter de la réponse c'est comme ça, c'est la tradition, c'est la religion qu'il veut. À chaque fois, elle veut vérifier. Et bon, de manière générale, ça renvoie à la tradition, la discussion des textes sacrés qui va traverser tout le film. Hein, tout à fait. Ouais. Alors, chanson extrêmement connue qui arrive, donc qui est la deuxième chanson du film, c'est Papa, can you hear me ? Qui est une chanson sous forme de prière adressée par Yentl à son père qui vient de mourir en fait, hein, et qui est chantée de manière très belle la nuit à la lumière d'une bougie. Alors c'est une chanson qui se caractérise par sa structure répétitive, Papa, can you, verbe me, qu'elle répète de manière lancinante. Ça donne vraiment cet aspect de psaume en fait à la chanson, avec cette évolution de l'émotion qui va se faire essentiellement via la modification de volume, puisqu'elle va chanter de plus en plus fort, et aussi de l'accent tonique avec le mi qui est à chaque fois appuyé. Moi je me souvenais pas que c'était aussitôt dans le film, et que c'était à ce point juste après le décès de son père. Enfin, tu vois, je l'avais un peu reconstitué en mode c'est plus tard dans le film, et elle se raccroche à la figure de son père. Je pensais aussi, à un moment difficile. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi j'avais reconstruit le film. Mais moi aussi, hein, c'est marrant. Parce que je pense que ça fait partie d'un trope assez connu. Alors au début, j'étais un peu embêtée dans ce numéro parce que j'ai l'impression qu'on allait retrouver la caméra tournoyante de Mamma Mia. Mais bon, après ça va, voilà, c'est calme, c'est juste au début, ça bouge un peu. On a une espèce de mouvement de grue finale un peu curieux, on s'élève brusquement, mais ça j'ai remarqué que c'était assez... Elle a l'air d'être friande de ce type de mouvement à chaque fois pour montrer l'ampleur du propos, je sais pas, l'émotion. Elle aime bien les grues, quoi, que ça bouge. Oui, mais lentement, vrai. On n'est pas dans le truc psychédélique qui donne le tournis, mais on voit qu'elle aime bien ce type de mouvement. En termes de mise en scène, c'est peut-être le numéro qui m'a le moins plu. Oui. C'est mise en scène ou montage, mais tu sais, il y a des espèces de surimpression de deux images. Ah oui, c'est vrai. Et je trouve que des fois, ça fait bizarre parce que tu vois deux fois la bougie. Enfin, il y a un truc un peu maladroit que je retrouve pas dans le reste du film où je trouve que c'est vraiment très impeccable en termes de mise en scène, quoi. Donc voilà. Elle a tenté des trucs, là, sur celui-là. Exactement, ouais. Alors cette chanson, à noter qu'elle a été reprise par Léa Michel dans Glee, bien évidemment. On a toujours une reprise dans Glee quelque part dès qu'on parle de n'importe quel film. Dans un épisode qui était sur le thème de la religion, au moment où le père de Kurt est à l'hôpital, donc c'est utilisé comme une sorte de prière, comme dans le film original. Ouais, dans cet épisode intitulé Grilled Jesus, ça fait un épisode complètement barré. Et d'ailleurs, je l'avais pas en tête, mais du coup, comme Yentl, elle est dehors. Bon, là, je crois que c'est parce qu'ils font un pique-nique, justement, avec Finn, enfin, je sais plus. Et je sais pas si c'est dans cet épisode ou avant, il y a Santana aussi qui se moque de Rachel en l'appelant Yentl. Enfin, ou je sais peut-être de façon récurrente, mais après voilà, c'est une blague plus ou moins antisémite que Santana fait. Ah ouais, c'est à la fois, on va dire, l'allusion aux origines juives de Rachel dans la série, et aussi évidemment à son côté mégalo qu'il identifie à Barbara, mais bon bref. Oui, puis c'est dit plusieurs fois qu'elle est fan de Barbara Streisand dans la série. Alors, une chanson qui m'a bien plu et bien marquée en fait à la revoyure là, c'est la chanson This is one of those moments. C'est la chanson qui intervient quand Yentl vient d'être accepté dans la yeshiva et qui va illustrer en fait ses premiers moments dans la communauté des étudiants. Donc là, c'est une des premières chansons, j'ai l'impression, qui apparaît vraiment comme uniquement dans la tête du personnage.
parce que donc elle ne chante pas à l'écran, c'est que de la musique de fausse, mais qui va transmettre l'exaltation du personnage devant ce commencement de son apprentissage. Et dans ce morceau, on a une caméra là encore très mobile qui va se faufiler un petit peu partout dans l'école pour nous introduire à cet univers. J'ai trouvé ça assez chouette. Chanson qui fonctionne aussi sur le même principe où c'est uniquement dans la tête du personnage, c'est No Wonder. Une chanson qui, là encore, j'ai pas eu... Enfin, en tout cas sur la première des occurrences de cette chanson, j'étais pas sûre de tout à fait bien la comprendre. Est-ce que ça se moquait de la situation des femmes qui sont cantonnées au rôle d'épouse, de ménagère, ou est-ce que c'était une chanson de jalousie envers Hadas? Un peu les deux, non? Ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui reflète l'ambiguïté de la position du personnage à ce moment-là, parce qu'elle dit ah bah pas étonnant qu'il l'aime bien parce qu'elle exauce tous ses désirs, quoi. C'est grosso modo ça l'argument de la chanson. Donc je trouvais ça intéressant, et là aussi on a un espèce de jeu sur le statut ambigu de la chanson en termes de statut diégétique ou non, parce qu'on a un moment, une sorte d'écho entre les paroles de la chanson et les dialogues de la scène pendant laquelle elle chante cette chanson dans sa tête. Par exemple, elle répète ce no wonder, et il y a quelqu'un qui lui dit no carottes, parce qu'il veut lui servir des carottes. Donc je trouvais ça drôle. Il y a des échos un peu incongrus, ouais, effectivement. Comme quoi, même quand elle est dans le lyrisme le plus total et l'émotion, Barbara, elle a quand même un sens de l'humour. Mais il y a de l'humour dans ce film, hein. Il y a plusieurs moments vraiment marrants, on va y revenir. Alors No Wonder, c'est une chanson qui revient à 2 reprises ensuite, et qui va justement montrer l'évolution du regard de Yentl sur Hadas, puisqu'à chaque fois, No Wonder, c'est pour parler d'Hadas, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant. Autre chanson assez connue, c'est The Way He Makes Me Feel, qui fait partie des 2 qui avaient été nommés aux Oscars. Et là, c'est une chanson d'amour assez classique, hein, où Yentl formule vraiment pour la première fois ses sentiments pour Avigdor, puisqu'il y a eu un moment de trouble où elle l'a vu nue dans la rivière, scène assez marrante aussi. Ah ouais. Hein. Et elle court jusqu'à sa chambre pour pouvoir chanter à plein poumon son amour et son désespoir aussi. Et alors, encore une fois, dans l'autobiographie de Michel Legrand, qui est décidément très intéressante, il parle du travail avec Barbara sur les chansons, et il dit « Elle découvre nos chansons en ayant à l'esprit une mise en scène virtuelle. Elle ne réagit pas uniquement en chanteuse, mais en cinéaste. Je la vois écouter The Way He Makes Me Feel en fermant les yeux, puis me chuchoter « Très bien, là je vais m'allonger sur le lit, regarder la caméra. Laisse-moi quelques mesures pour terminer mon travelling. » Donc j'aime bien cette citation parce que ça témoigne vraiment du soin qu'a mis Barbara dans la mise en scène du film, quoi, pour vraiment avoir une mise en scène qui résonne avec la musique, avec le jeu, enfin que tout soit un ensemble cohérent, quoi. Alors, je sais plus si c'est sur cette chanson-là ou une autre, j'ai l'impression que c'est celle-là, mais bon, peut-être je dis une bêtise. À un moment donné, on a un plan où elle est en train de se déshabiller. Tu sais, quand je t'ai dit, elle est bien sa coupe courte, faite à l'arrache. Ah oui. Et c'est un peu compliqué de décrire. Mais en fait, on a un plan où on la voit de profil. Elle hausse légèrement la tête. Et en fait, en la voyant à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vraiment en fait le plan iconique de Barbara. Enfin, tu sais, le profil en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment... Oui, c'est sûr que c'est fait pour la star, enfin... Oui. Là, c'est même plus genre je mets la star en valeur, c'est genre je mets en scène la star qui prend sa pose iconique de star dans un gros plan. Enfin, tu vois, il y avait un truc où tu voyais que c'était le contrôle le plus total sur wow, this is Barbara. Et alors, j'ai lu sur cette histoire de profil qu'apparemment, alors je sais plus où je l'ai lu, donc je dis peut-être une bêtise, mais je retrouverai la source. Qu'apparemment Barbara estimait qu'elle avait un profil plus masculin et un profil plus féminin, parce qu'apparemment son nez d'un côté a une forme un peu différente, et que du coup si on la regarde d'un côté, elle a l'air d'un homme, bon c'est peut-être à mon avis un peu de chipotage, mais que du coup au sein du film, elle a fait attention à prendre des profils selon le moment où elle est censée être en homme, et les moments où elle est plus in touch avec sa féminité, tout ça. Donc il faudrait revérifier la manière dont c'est filmé, et peut-être ce profil-là, à ce moment-là, c'est peut-être un profil de femme. Bah oui, à ce moment-là, si t'as lu ça, je pense que ça fait complètement sens. Ou là, parce que je te dis, le profil, j'ai eu l'impression que il y avait genre des grosses flèches qui disaient c'est le profil Streisand. Ouais, là c'est sûrement ça. Alors. Ça fait complètement sens, ouais. Alors là encore, une chanson que j'aime beaucoup et que j'avais... oublié, comment dire, c'est pas une chanson spécialement iconique, mais quand je l'ai réentendue, je me suis dit, mais oui, elle est vraiment bien, et elle m'avait marqué la première fois que j'avais vu le film.
C'est la chanson Tomorrow Night, une chanson que Yentl chante, qui va en fait de la veille de son mariage, au jour de son mariage, en fait depuis le moment où un tailleur vient lui ajuster son costume jusqu'à la cérémonie elle-même. Donc la chanson accompagne une ellipse temporelle, hein. Et en fait je trouve que ça renforce ce côté fatal de l'issue de la situation, puisqu'elle est prise à son propre piège. On voit difficilement comment ça va se résoudre, hein, cette histoire. Et c'est ce qu'elle répète en boucle dans la chanson, genre « Tomorrow night, je me marie en tant qu'homme à une femme ». Là encore, ça joue sur le statut ambigu des chansons dans le film, avec une résonance entre les paroles et le dialogue, puisque Yentl chante « I gotta get out », donc je dois sortir de cette situation. Et le tailleur dans le film l'entend, et lui dit qu'est-ce que tu dis, et il dit je dois I gotta get out of my clothes, moi je dois sortir de mes vêtements, donc comme si il l'entendait chanter alors qu'on doit pas l'entendre chanter, enfin bref. J'aime beaucoup cette chanson, très entêtante, et voilà. La dernière chanson dont on voulait parler, c'est A Piece of Sky, donc qui est le grand final du film, pour lequel Michel Legrand a écrit pour 75 musiciens et 4 pianos de concert, donc on est... Wow. Voilà, ça rigole pas. Et on n'est pas dans l'intimité qui caractérise plusieurs des chansons, notamment du début du film. Donc c'est un morceau qui aussi va reprendre, dans un move très classique de comédie musicale bien évidemment, des passages musicaux déjà entendus avant, notamment de Where Is It Written et de Papa Can You Hear Me, pour former une espèce de conclusion complètement épique. Ça se termine sur une note super longue, je crois que c'est 20 secondes de Sky. Donc c'est impressionnant. Et donc c'est le moment justement où Yentl part pour les États-Unis et elle chante sur le bateau qui l'amène vers sa liberté. Alors la critique américaine Pauline Kael fait remarquer que ça ressemble beaucoup à la séquence Don't Rain on My Parade sur le bateau dans le film Funny Girl. Avec d'ailleurs la même mise en scène du travelling arrière qui figure la puissance du belt. Et d'ailleurs un move qu'on voyait aussi déjà, il me semble, dans Hello Dolly. When the Parade Passes By, je crois que ça aussi, il y a un grand travelling arrière pour magnifier le belt de Barbara. Ça fonctionne. Et alors, Pauline Kael, elle fait aussi remarquer que ce passage contrevient au principe musical qui est établi dans le film, puisqu'ici, Yentl chante à plein poumon, mais au milieu de la foule, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'habitude, elle chante avec sa vraie voix, uniquement quand elle est seule. Donc peut-être qu'il y a une espèce d'idée de libération, elle a plus besoin de chanter uniquement quand elle est seule, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a quand même un côté un peu incongru, parce que personne ne remarque qu'elle chante, alors qu'effectivement, elle chante littéralement à plein poumon. Alors il y a peut-être qu'en plus, ça montre qu'elle n'a pas besoin que cette libération soit reconnue par les autres, c'est une libération pour elle seule. Enfin, mais bon, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, je trouve, dans cette scène. Je suis d'accord. Alors, pour l'anecdote, une chanson a été coupée du film. En fait, elle a été coupée avant tournage, hein. La scène n'a pas été tournée. Elle s'appelle The Moon and I. Donc c'est un moment de mélancolie de Yentl qui va s'adresser à la lune pour dire le désespoir de sa situation, de ses sentiments interdits pour Avigdor, etc. Alors je me suis dit, en écoutant la chanson, peut-être qu'elle a été coupée parce qu'elle est un peu redondante dans le récit. Vous pouvez l'écouter donc, puisqu'en 91, Barbara a publié la démo inédite de la chanson sur un album, une espèce de box set avec plein de raretés, de démos de chansons, etc. Alors passons à notre partie que nous chérissons toujours, la partie analyse, qui là, pour le coup, va évidemment porter beaucoup sur des questions de genre, et là, vous pouvez pas nous le reprocher. Hein. On est pile dans le sujet. Voilà. Évidemment, c'est un film qui met au centre de son propos les questions de genre, aussi en relation avec la voix et avec la musique, hein, puisque et ici il est bien question de faire taire ou non la voix féminine. Il y avait un commentaire que j'aimais bien de Delphine Orviller, qui est donc une des rares femmes rabbins en France, qui avait présenté le film à l'occasion d'une projection au Reflet Médicis, je crois. Elle expliquait que le film était d'autant plus subversif qu'il était question de la voix des femmes qui était souvent perçue comme une nudité en fait, surtout quand il s'agissait d'une voix chantée. Donc on essayait au maximum de couvrir cette voix. Elle faisait aussi une analogie entre la voix et les cheveux, comme les cheveux, la voix vient de l'intérieur et sort à l'extérieur et on doit la cacher. Donc voilà, ici il y a bien évidemment au cœur de la question du film le fait de laisser ou non les femmes parler de leur voix et chanter de leur voix. De manière générale, le film va questionner les rôles traditionnels de genre. En fait, dès le tout début, on voit que Yentl, elle est soit pas intéressée, soit complètement nulle pour tout ce qui est truc de femme, entre guillemets.
Donc elle est nulle en cuisine, son père lui fait remarquer, c'est assez rigolo. Pour faire les courses au marché, c'est pas trop sa passion. Même tout ce qui est les potins, qui est souvent associé au féminin, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit « Hey Yentl, t'as entendu parler de machin ?» Et en fait, elle s'en fout. C'est un truc en passant comme ça, mais voilà, c'est pour montrer que tout ce qui est de la dimension traditionnellement associée au féminin ne l'intéresse pas. Et j'ai noté, mais t'avais eu la même réflexion, que cette scène du début au marché, justement, m'a fait penser à l'ouverture de La Belle et la Bête de Disney. Puisqu'on a cette fille, justement, qui n'est pas comme les autres filles, et qui, comme chante Belle dans le film, veut vivre autre chose que cette vie. Je trouvais que c'était vraiment lié. Bah ouais, parce que là, en plus, on est aussi sur le mode tout le monde la salue. Bonjour. Grave. Et plus tard, elle dit explicitement à son père qu'elle ne veut pas se marier, ni avoir des enfants, et en gros qu'elle veut pas repriser des chaussettes. Ah oui, d'ailleurs, j'aime bien lorsqu'elle dit moi je peux pas étudier les tests sacrés, je peux étudier que le poisson, parce qu'il y avait une fille, la poissonnière qui lui présentait un beau poisson et qu'elle n'en avait rien à foutre. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pendant une bonne partie du film, Yentl est assez méprisante envers les autres femmes et envers tout ce qui est attaché au féminin, donc la domesticité, la douceur, etc. Et elle se sent supérieure aux autres femmes. Hein. Ouais, je me suis fait exactement cette même réflexion qu'elle était parfois assez désagréable hein, et vraiment hyper misogyne en fait, parce qu'elle a ce mépris pour toutes les choses bassement domestiques et ça m'a notamment marqué dans la première scène où elle vient dîner chez la famille de Haddas quand Avigdor est plus là, où je sais pas, elle est particulièrement méprisante dans cette scène, genre ah ouais, elle me sert à manger, enfin je sais pas, j'ai envie de la baffer un peu. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'évolution de Yentl, et notamment au contact de Haddas justement. Puisque cette jeune femme avec qui elle va se marier, etc., finit par la troubler, par l'émouvoir, etc. Et elle va même donc jusqu'à lui enseigner le Talmud, donc elle brise à nouveau l'interdit. Et il y a un truc intéressant, dans la dernière reprise de la chanson No Wonder, elle va en fait, donc Yentl, admettre que les qualités féminines de Haddas, en fait, c'est aussi des qualités positives. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va reconnecter avec sa propre féminité, puisque très peu de temps après, elle va avouer à Avigdor qu'elle est une femme. Et donc dans le texte de la chanson, je traduis un peu à l'arrache, elle dit elle est une mère, elle est une sœur, elle est une amante. C'est la merveille des merveilles, aucun homme ne peut le nier. Pourquoi vouloir la changer? Elle est aimante, elle est tendre, elle est une femme, et moi aussi. Donc il y a un truc où elle reconnaît qu'être une femme, c'est pas non plus une horreur. Elle se rend aussi compte que si elle s'intéressait aux choses domestiques, c'est parce que c'était ce à quoi on l'avait assigné, mais que si on lui propose de lire les textes sacrés, elle est pas plus con qu'une autre. Oui. Elle peut aussi dialoguer avec elle. Voilà. Je trouvais ce couple, Anshel, donc Haddas, Yentl Haddas, tout à fait intéressant, puisqu'il apparaît dans une bonne partie du film comme un modèle de relation égalitaire, puisque donc Anshel va respecter le consentement de Haddas. Enfin, évidemment, c'est une bonne parade de la part de Anshel Yentl pour ne pas avoir à se dévoiler dès la nuit de noces, et dit non, mais t'as pas l'air d'avoir envie, du coup, je vais pas te forcer. Bon, voilà. Ensuite, donc, elle lui fait découvrir les textes sacrés. Elle participe aux tâches ménagères lorsque, en fait, à l'occasion d'un dîner, donc le couple Anshel-Haddas invite Avigdor à venir dîner chez eux. Et à ce moment-là, Anshel, devant son ami, fait le service. Hein. C'est vrai. Et ça m'a assez frappée parce que je me suis dit, non seulement il y a cette modernité, entre guillemets, qu'ils ont dans l'intimité, où voilà, ils savent transgresser les interdits dans l'intimité quand ils sont que tous les deux, mais aussi devant une tierce personne. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que c'est un proche, qu'il les connaît très bien tous les deux par définition, et qu'il doit suspecter que, voilà, Anshel est un peu particulier. Donc voilà, qu'ils ont trouvé ce modus vivendi, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant qu'il ose se montrer publiquement comme, entre guillemets, un homme moderne. Ce qui est plus moderne encore, il me semble, dans le portrait de ce couple, c'est que du coup, on voit que Haddas est d'autant plus heureuse et que c'est ce respect qui va la faire tomber amoureuse de son mari, donc de Anshel Yentl. Je sais pas si vous arrivez à suivre, parce que je ne sais plus du tout quel pronom utiliser pour les personnages.
Et Hadas va vraiment s'épanouir dans ce mariage, ce que lui fait remarquer d'ailleurs à Victor. Et elle va s'émanciper et même finir par prendre l'initiative, parce qu'elle va tomber amoureuse donc de Angel Yentl et avoir envie de consommer le mariage. Et elle va l'apprendre à son propre jeu en lui disant que dans les textes sacrés, on dit que elle, en tant que femme, peut aussi exiger d'avoir des relations sexuelles de son mari. Donc, genre, ça, c'est très drôle. C'est écrit. Alors, un des thèmes aussi importants et qui est étroitement lié, hein, c'est bien sûr le rapport à la religion et à la tradition. Là encore, ce que fait remarquer Delphine Orwiller, c'est que Yentl va transgresser la loi, mais pour étudier la loi. Elle dit, je cite, c'est le truc yiddish qu'on est le plus proche d'Antigone. C'est intéressant. Et en fait, elle explique aussi que tout au long de l'histoire juive, il y en a eu plein des Yentl, et pas seulement dans les livres et dans les films, mais aussi dans les textes. Elle cite notamment Bruria, qui est donc une personnage du Talmud, qui était une fille de rabbin, qui apparemment a aussi étudié les textes sacrés. Et oui, parce que le film s'intéresse de très près à la tradition juive, de l'étude approfondie des textes sacrés et de leurs discussions. Il y a vraiment cette culture du débat à tout moment, ouais. Et parfois au moment les plus incongrus. C'est aussi ce qui fait apparaître la passion de Angel Yentl comme vraiment dévorante, cette passion pour les textes sacrés. C'est que dès qu'elle a un moment, elle discute les textes sacrés, même à l'occasion d'un voyage en charrette. Voilà. Dès qu'elle a une minute, elle discute. Ouais. Mais alors ça m'a fait rire, j'ai lu une critique du New York Magazine donc, qui a été publiée à un moment de la sortie du film, qui fait remarquer qu'on n'a jamais vu un film aussi enthousiaste à propos des études et de la connaissance. Et ça me fait rire parce que c'est assez vrai. Il y a une espèce d'exaltation de ce que c'est que d'apprendre des choses, de connaître des choses, de lire des choses. Et effectivement, le personnage de Yentl, elle est jamais aussi heureuse que quand elle étudie, quoi. Par contre, ça semble un peu son seul centre d'intérêt, à la limite de l'obsession. C'est vrai. Alors, sur le thème de la tradition, ça fait penser, bon, c'est peut-être un peu un automatisme, mais à une autre grande comédie musicale juive, qui est bien évidemment Fiddler on the Roof, Un violon sur le toit d'ailleurs, qui se passe à une période similaire, et pas très très loin géographiquement, entre le Eastern Europe de Yentl et puis l'Empire russe de l'autre. En plus, Eastern Europe appartenait en partie à la Russie à cette période, donc c'est relativement proche. D'ailleurs, les décors du village au début de Yentl m'ont fait vachement penser à ceux du film Un violon sur le toit. En fait, les thèmes de la tradition juive d'un côté et des rôles genrés de l'autre sont totalement mêlés en fait dans le film. Notamment au début, à 2 reprises, on a Yentl qui va contrevenir à la bienséance dans un contexte religieux. Donc on a un moment où elle pousse un cri dans la synagogue parce qu'elle voit que son père se sent mal, donc elle crie « Papa !» et toutes les femmes qui sont à côté d'elle, parce que les femmes sont donc à l'étage, et elles lui disent « Mais chut !» Enfin voilà. Et ensuite, l'autre moment où elle contrevient à la bienséance religieuse, c'est quand elle va lire le Kaddish, donc c'est la prière de deuil, à l'enterrement de son père, alors que normalement, ça devrait être un homme. C'est même mentionné par une des personnes qui est dans l'assistance qui dit « Ah, normalement, c'est un homme qui fait ça. » Et c'est elle qui le fait. Moi, au début du film, j'étais assez marquée par une scène qui nous emmène dans le coin des hommes de la synagogue. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment au tout début du film. Et je trouvais qu'il y avait une caméra vraiment très proche des personnages. Et du coup, on a vraiment le sentiment en tant que spectateur d'être placé en plein dans la mêlée, entre guillemets, de ces hommes qui lisent les textes. Et je me suis demandé, est-ce que c'était pour ensuite nous montrer combien Yentl en était tenu à l'écart. Mais voilà, j'ai trouvé une caméra vraiment très intrusive dans cet univers-là. Les caméras qu'on retrouve, donc tu l'as mentionné, dans la yeshiva, les caméras qu'on retrouve aussi quand elle arrive dans le nouveau shtetl qu'elle a rejoint, dans le café, tu sais, avec tous les hommes. Je trouvais aussi qu'il y avait ça, où la caméra se glisse entre les tables du café, où des hommes qui discutent, qui mangent, qui boivent, enfin... Il y a plusieurs moments comme ça, effectivement, d'effervescence masculine. Masculine, ouais, c'est ça. Alors j'avais un petit point sur la fin, puisque la fin montre donc le départ vers les États-Unis, qui est présenté comme une terre promise, entre guillemets, de plus de liberté pour le personnage. Donc c'est évidemment le mythe du rêve américain, où voilà, l'idée que l'individu va pouvoir s'accomplir une fois arrivé aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est génial. C'est un départ aux États-Unis comme à la fin de Fiddler on the Roof. Un départ aux États-Unis comme, c'est pas la fin, mais comme dans Fievel. Parce qu'en Amérique, il n'y a pas de chat. C'est génial. Faut absolument qu'on fasse un épisode sur Fievel. Mais oui. Alors même si dans Fiddler on the Roof, ils partent pas du tout pour les mêmes raisons, ils partent parce qu'il y a de l'antisémitisme et il y a des pogroms, quoi. Et ça, pour le coup, dans Yentl, cette dimension n'existe pas, puisqu'en fait, on est... Enfin, il n'y a pas de personnage non juif, ou peut-être un dans un coin, mais on est vraiment uniquement entre juifs.
Et alors, toujours concernant cette fin, Pauline Kael, qui a beaucoup aimé le film, hein, mais elle trouve que cette fin sent le marketing avec cette volonté de donner de l'espoir au public. Selon elle, c'est une fin un peu facile au regard de la situation bien compliquée dans laquelle Yentl s'est mise. Et selon Pauline Kael, il n'y a qu'une seule fin à cette histoire, et c'est celle que Singer lui a donnée, donc Singer, l'auteur de la nouvelle originale. Cette fin, c'était que Yentl doit partir sur les routes à la recherche d'une autre yeshiva et qu'elle est condamnée à la vie d'études qu'elle a choisie. Du coup, en continuant à se travestir, j'imagine. Ouais. C'est ça, en tout cas, c'est ce que pense Pauline Kael, c'est ce que pense aussi oui. Singer, qui n'était, comme vous l'avez vu, pas content de ce changement. Et c'est vrai, je me suis fait quand même la réflexion que ça se dénoue facilement, oui. Son imbroglio. Hein. Quand même, bon, bah finalement... Elle se barre, et puis tout va bien. On sait pas ce qui va lui arriver aux États-Unis, elle va débarquer avec que dalle. Mais bon, c'est quand même un happy end. Alors justement, sur cette histoire de travestissement, il y a toute une dimension queer qui existe dans le film de ce fait-là. Donc le travestissement, évidemment, c'est un ressort cinématographique très classique, dans le sens homme-femme, par exemple dans certains lame shows de Billy Wilder que vous connaissez sûrement. Aussi Tootsie de Sidney Pollack, assez contemporain de Yentl, oui. Parce que c'est un film de 1982. Mais aussi dans le sens femme-homme, par exemple Sylvia Scarlett de George Cukor avec Katharine Hepburn. Et Victor Victoria de Blake Edwards, qui là aussi est quasiment contemporain de Yentl, puisque c'est 82. Alors ce travestissement est souvent utilisé sur un versant comique. Il me semble surtout pour le travestissement des hommes en femmes, non, les travestissements des femmes en hommes, et souvent plus un travestissement... comme dans Yentl, quoi, plus dramatique, quoi. À l'exception de Victor Victoria, quand même, qui joue beaucoup sur le côté humoristique de ce travestissement, quoi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est assez vite décidé, cette histoire, quand même. Hein, parce que le jour de l'enterrement de son père, ou quasiment, quick, elle se coupe les cheveux oui. et elle se barre. Hein. Bon, le début est quand même assez elliptique dans ce film. Où oui, ça passe vite d'un truc à l'autre. Le travestissement, je trouvais ça un peu dur d'y croire. Autant, j'ai aucun problème pour le coup avec la jeunesse du personnage. Moi, je me disais qu'elle faisait quand même vachement jeune. Enfin... je la trouve pas beaucoup plus vieille que dans Funny Girl, enfin dans mon souvenir, tu vois, ça m'a pas marqué, genre, elle a pris un coup de vieux. Oui, c'est vrai. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème, mais par contre, le travestissement, j'ai du mal à penser, parce qu'en fait, elle est pas vraiment grimée. Enfin, tu vois, genre, elle a même pas mis une petite moustache. Alors, elle est pas grimée, et en plus, elle ne transforme pas sa voix. Oui. Ou quasiment pas, elle parle normalement. Pas d'effort. Donc oui, c'est vrai qu'il faut, comment on appelle ça, la suspension of disbelief. Alors, on a remarqué qu'à la fin, lorsqu'elle dit la vérité à son amant, là, elle enlève ses lunettes. Donc, à côté sans lunettes, c'est une femme. Avec une lunette, c'est un homme. C'est un peu comme Superman et Clark Kent, quoi. Mais bon, une fois qu'on a suspendu son disbelief, et je trouve qu'il y a un truc intéressant dans le film sur le trouble que ça crée dans les liens entre les personnages. Notamment puisqu'évidemment, Avigdor tombe amoureux au fil du film de Yentl/Anshel, ce qui le perturbe un peu. Dans la scène où justement Yentl révèle qu'elle est une femme, Avigdor lui dit « Ah ouf, parce que j'étais attiré par toi, et je pensais que c'était pas très normal, je me trouvais bizarre et tout. » Voilà, cette espèce de trouble, mais qu'on retrouve dans plein de films qui parlent de ce travestissement dans ce sens-là. Par exemple, comme dans Victor Victoria, c'est le cas, ou dans Mulan, par exemple. Le mec, je sais pas comment il s'appelle, le chef, là, il commence à bien aimer Mulan, même quand il est garçon, mais après, une fois qu'il découvre qu'il est une femme, c'est... c'est bon. De même, Hadas finit, comme tu l'as dit, par avoir des sentiments pour Anshel/Yentl, du fait, comme tu l'as dit, du fait qu'il est très respectueux, etc. T'as raison, on a du mal avec les pronoms. C'est pas ce qu'il faut dire. Et donc, on arrive sur un triangle amoureux un petit peu compliqué. Mais il y a aussi plein de moments très drôles autour de ça, notamment autour de la sexualité. Et notamment la scène de la nuit de noces, où partie de la solution de un chef pour ne pas dévoiler son secret, c'est aussi de faire boire sa femme un maximum. Du coup, elles finissent bourrées toutes les deux en mode bataille de polochon. Et on a les parents qui passent devant la chambre et qui les entendent rire comme des bourriques et se disent « Ah, c'est bon, ils consomment le mariage !» Ouais, il y a plusieurs moments comme ça, où les moments où Avigdor pose des questions ou donne des conseils à Anshel qui est super gênée et tout, puisqu'évidemment, toute l'histoire, elle veut pas consommer le mariage, donc elle trouve des excuses, c'est quand même très marrant, quoi. Et pour finir, donc, sur cette histoire de travestissement, il y a le moment du dévoilement, vers la fin du film, bien évidemment, où Yentl va révéler à la fois à Avigdor qu'elle est une femme et aussi qu'elle est amoureuse de lui. À ce moment-là, on peut croire qu'il va y avoir une sorte de happy end amoureux, ils vont partir ensemble, etc. Mais c'est assez intéressant parce que la scène se retourne assez vite. Elle lui révèle qu'elle est une femme, il est furieux, il dit « tu m'as menti », etc. Elle lui révèle qu'elle l'aime, il lui révèle qu'il l'aime aussi,
Et sauf que ça se retourne assez vite, puisque Avigdor dit « Ok, on va se marier ». Donc elle est contente au début, mais sauf que sa vision du mariage, c'est « On va se marier, on va avoir des enfants, tu vas arrêter d'étudier le Talmud, on va fuir, mais quand même, on va s'installer comme un couple normal ». Et là, elle réalise que c'est pas ça qu'elle veut. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant, ce moment de tension, où, elle veut pas se résoudre à renoncer à l'étude, qui est, comme on l'a dit, sa seule passion dans la vie. Et donc, elle doit renoncer à cet amour pour avoir sa liberté, quoi. Oui, parce que lui dit « Ah, mais tu pourras le faire le soir, en scred, c'est bon, et tout ça », mais ça lui suffit pas, quoi. Donc c'est assez fort aussi comme message, parce qu'à la fin, elle part en femme indépendante, quoi. On sait pas trop ce qu'elle va devenir, mais elle a gagné sa liberté, quoi. Eh bien, avons-nous tout dit? Presque tout, on rajoutera peut-être des choses lors du débat du 14 novembre. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous en avez la possibilité, de venir nous voir et voir Yentl le 14 novembre à 17h au cinéma L'Archipel à Paris. Merci. On vous remercie de votre écoute. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut, salut!